production Sideways. Ce balado est présenté par Expression Centre d'écoute active. Expression est un centre d'écoute qui vient en aide aux gens qui ont besoin de parler, qui ont besoin de ventiler sur une situation particulière. Bienvenue au balado Dernier souffle. Un balado qui aborde la fin de vie et les soins palliatifs avec humanisme, ouverture et transparence. Animé par Catherine et Véronique, on vous invite dans ce bel univers. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de notre balado Dernier souffle. Donc aujourd'hui, nous recevons deux invités de Montréal. Donc c'est pour ça que nous enregistrons à distance avec nos écouteurs. Des beaux écouteurs. Donc, Antonietta, qui est infirmière conseillère en soins palliatifs pour l'organisme Le Fort, et Noémie, qui est la maman de Louis, donc un petit garçon de 2 ans qui bénéficie en fait des services du Fort. Bonjour les filles. Bonjour. Merci d'être là. Donc, aujourd'hui, on va vraiment venir parler, en fait, de l'organisme Le Fort. On va vraiment venir expliquer c'est quoi ce bel organisme-là. Et d'entrée de jeu, on peut rapidement dire que c'est une maison de soins palliatifs, une maison aussi de répit pour les bébés et les enfants. Donc, je pense que je vais vous passer tout de suite la parole. Si vous voulez, en fait, vraiment venir nous expliquer c'est quoi le Fort, sa mission, les services, puis c'est ça. Puis vous présenter aussi en même temps. Oui, puis vous présenter. C'est ça. Fait que je suis Antonietta, je suis infirmière conseillère au Fort Enfants et Familles. Donc, c'est la première maison de soins palliatifs pédiatriques au Québec. Donc, ensuite, il y a eu d'autres. Il y en a, mais c'est la première. Les services, c'est vraiment pour les familles qui ont un enfant qui est suivi en soins palliatifs. C'est de 0 à 18 ans. Les enfants, c'est de 0 à 18 ans. C'est vraiment différents services. Puis c'est pour s'assurer que les enfants ils ont des soins. Mais ils ont aussi pas juste des soins. C'est comme une maison. Hein. Le Fort, c'est pas la maison, c'est pas l'hôpital, c'est un entre-deux. On a des soins, donc on a des infirmières, on a des médecins sur place, on a des préposés, mais on a aussi une équipe avec des spécialistes en soins en loisirs adaptés, donc pour faire des activités avec les enfants, parce que les enfants dans les chambres, ils sont là juste pour les siestes, le dodo, sinon ils sont dans le Fort, ils participent aux activités. Il y a des activités de groupe, des activités individuelles aussi, ça dépend des enfants, ça dépend de leurs besoins. Des fois, ils ont des accompagnements du 1 pour 1 aussi, fait que ça dépend vraiment de chaque enfant, de c'est quoi leurs besoins. Puis il y a différents séjours, hein, parce qu'un enfant en soins palliatifs pédiatriques, mais c'est pas juste un enfant qui est en fin de vie, c'est un enfant qui est dans une trajectoire de maladie. La trajectoire de maladie, elle peut durer quelques jours, quelques semaines, quelques années aussi. Ils peuvent dépasser les 18 ans aussi. Donc, c'est toute cette trajectoire-là. Puis dans cette trajectoire-là, ils demeurent fragiles, mais ils ont quand même une certaine stabilité. Les parents ont besoin de répit aussi pour pouvoir prendre soin d'eux, prendre soin de la fratrie, prendre soin de la famille pour pouvoir bien s'occuper de leur enfant aussi quand ils reviennent à la maison. Puis le souci des familles, c'est que leurs enfants, oui, ils reçoivent les soins, mais qu'ils s'amusent aussi. Puis au Fort, c'est s'amuser jusqu'au bout de la vie. C'est vraiment ça notre mission aussi, le fait qu'on s'assure que les enfants ils aient du plaisir, qu'ils soient bien, qu'ils soient confortables aussi. Donc les séjours de répit, c'est que l'enfant vient au Fort pour quelques nuitées, puis les parents, eux, retournent à la maison. Puis nous, on s'occupe des enfants, dans le fond, autant au niveau des soins, mais de s'amuser, tout ça. On a aussi des séjours de gestion de symptômes qu'on appelle. C'est quand on gère des symptômes. C'est des enfants ils vont un petit peu moins bien. On ne sait pas trop quelle trajectoire ça va prendre. Des fois, les enfants, ils nous surprennent, puis ils redeviennent stables, puis ils retournent à la maison. Puis des fois, on s'enligne plus vers une fin de vie. Fait que là, à ce moment-là, c'est des séjours de gestion de symptômes. Les parents sont présents à ce moment-là. Les familles sont présentes. Fait que c'est pas juste les parents. Ça peut être la fratrie, des grands-parents, des personnes significatives, une tante, un oncle, une marraine aussi. Fait qu'ils sont les bienvenus. Puis si on s'en va plus vers une fin de vie, on les accompagne jusqu'au bout, dans le fond. Puis après le décès, il y a aussi le programme de suivi de deuil qu'on a aussi, qui est en train de grandir aussi, où est-ce qu'on a des suivis de suivi de deuil d'individuels, couples, familles, on a des ateliers, on a des groupes, on a vraiment beaucoup d'activités les parents peuvent participer après aussi. Donc, c'est le avant, pendant la trajectoire, le pendant et le après aussi. C'est un peu ça la définition des soins palliatifs en pédiatrie aussi. C'est un peu ça.
Les services, ce qui est bien, c'est que c'est gratuit. Donc, tous les services sont gratuits pour les parents, que ce soit le suivi d'œil que pendant les répits, tout ça. On a aussi une cuisine, donc les repas sont préparés aussi pour les enfants. Aussi. Ouais. Selon la diète des enfants. Puis quand les parents sont là, les familles, ben ils profitent aussi de la cuisine, dans le fond, qui est gratuite là aussi. Puis pour c'est ça, pour les enfants. Mon Dieu, je sais pas quoi d'autre dire. Est-ce que pour bénéficier des services, dans le fond, c'est par référence ou est-ce oui, que... c'est par référence, exactement. Okay. C'est soit les équipes traitantes, ça peut être les équipes de soins palliatifs, les équipes traitantes, le médecin, tout ça. Ça peut être le CLSC aussi. Ou ça peut être un parent aussi qui veut faire la demande parce qu'il a parlé à d'autres parents puis qui pense que son enfant serait éligible au phare. C'est sûr que ça prend un petit côté, des petits papiers à remplir un petit aussi. formulaire, j'imagine. Le parent peut quand même initier la demande au phare aussi. J'imagine que ça prend un formulaire de demande d'admission, puis il doit avoir des critères. On a une critère de liaison, donc ils peuvent rappeler au phare, puis il y a l'infirmière de liaison qui va pouvoir à ce moment-là répondre aussi pour voir si l'enfant est éligible ou pas aussi pour les services au phare aussi. J'avais une question aussi au niveau, étant donné que la maison est située à Montréal, est-ce que ça vous arrive d'accueillir des gens de l'extérieur, de d'autres régions qui viennent séjourner ou qui viennent passer du temps dans votre maison? Tout à fait. On en a qui viennent, de Montréal, mais il y a la Montérégie, Laval, la Naudière, les Laurentides aussi, l'Estrie, l'Abitibi-Témiscamingue aussi. C'est moins, il y en a moins, mais il y en a déjà eu. Mais la grande majorité, c'est aussi Montérégie, Laval, la Naudière, Mauricie, centre du Québec. On a des familles qui viennent. Comme nous, en Chaudière-Appalaches, est-ce qu'on pourrait bénéficier des services du phare? Chaudière-Appalaches, c'est pas mal plus loin. C'est vrai que c'est plus loin quand même. Faudrait s'informer. On pourrait, c'est juste que c'est un peu loin. Mais oui, c'est ça. Peut-être qu'on a une maison de soins palliatifs pédiatriques qui couvre Chaudière-Appalaches. Ah, c'est peut-être pour ça. On s'informe. Ça fait du sens aussi. Puis il y a combien de places? Vous avez combien de chambres? On a 12 lits. On a 12 lits. Oui, exactement. Puis on a des chambres familiales aussi, des unités familiales aussi pour qu'on ait des enfants plus en gestion de symptômes fin de vie, où est-ce que l'on peut accueillir la famille. Ouais. C'est plus convivial aussi, c'est plus facile. Fait que j'imagine qu'il y a le lit pour l'enfant, mais il doit y avoir aussi soit un divan-lit pour la famille. Oui, ou des escamotables. Ouais. On a vraiment la chambre, bien des fauteuils. On s'organise pour que tout le monde soit confortable. Si jamais il y a plus de familles aussi, on s'organise dans la chambre là, pour que tout le monde soit confortable et soit bien. Puis même l'enfant, des fois, il peut coucher avec les parents aussi. Il n'est pas obligé d'être dans son petit lit. Il peut être avec ses parents aussi. Fait que c'est vraiment, on part de la famille, on part de l'enfant. C'est quoi leurs besoins? Puis on s'organise autour pour que tout soit le mieux possible pour eux, là, le plus confortable, puis le mieux pour eux. c'est tellement important, c'est tellement essentiel. Oui, tout à fait. Puis toi, Noémie, dans le fond, c'est ça, t'es la maman de Louis, un petit garçon qui bénéficie des services du phare. Exactement. Est-ce que tu as envie de nous partager un petit peu votre histoire? Ben oui, tout à fait. Avec grand plaisir. Dans le fond, Louis a 2 ans. On a décidé d'avoir un enfant, mon conjoint et moi. Puis ma grossesse s'est très bien déroulée. J'avais fait toutes mes suivis. Tout était normal. Là. Il n'y avait aucune anomalie ou quoi que ce soit. Puis, dans le fond, à la naissance, tout s'est bien quand même passé. Puis j'ai commencé à avoir des doutes par rapport à son développement à peu près à ses 2 mois de vie. Puis on était suivis déjà à ce moment-là par médecin de famille, pédiatre, etc. Puis les suivis ont commencé à peu près à ses 3 mois. On a été référés en neurologie pour essayer de mettre le doigt sur le bobo, voir parce que les professionnels voyaient aussi l'écart qui se creusait en fait entre un enfant en santé et puis mon petit Louis. Et qu'il y avait du retard dans son développement? Okay. Exactement. Tu sais, moi, c'est ça ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que, on n'était pas capable vraiment d'établir un lien, un contact visuel avec lui. Il suivait pas nécessairement ses jouets du regard. Il était pas porté à attraper un jouet ou à se tourner vers un jouet.
Fait que, tu sais, je commençais à me poser des questions. Puis, ben là, tu sais, il y a quand même eu quelques délais et quelques investigations et plusieurs semaines de rendez-vous. Et, tu sais, ils ont sorti l'artillerie lourde, si je peux dire. On a été référé en ophtalmo pour voir s'il n'y avait pas des problèmes visuels. Et c'est le cas. On a été référé en neurologie, puis en fait, de fil en aiguille, on a découvert en fait que Louis était atteint d'épilepsie. C'est une forme un peu plus rare. Dans le fond, il ne fait pas des crises, des convulsions, comme on pense quand l'image d'épilepsie nous vient en tête. Là. C'est pas ça qu'il fait. Il y a eu des spasmes en fait infantiles, donc ses bras partaient en extension, puis sa tête revenait vers l'avant. Puis il y avait des absences à ce moment-là. Puis ça a été extrêmement long avant de trouver un médicament qui était on était capable de contrôler puis d'avoir en fait, c'est un meilleur contrôle de ces symptômes-là. Puis c'est malheureux, mais en fait, de fil en aiguille, ben c'est que comme on n'avait pas un contrôle sur ces crises, ben malheureusement, il y a eu des dommages qui se sont faits au niveau cérébral. Donc, ces problèmes neurologiques ont grandi un petit peu avec lui le temps qu'on trouve un médicament qui nous aide un petit peu plus. Puis là, ben, en fait, on a eu un meilleur contrôle. On a trouvé finalement un médicament au mois de novembre qui a vraiment arrêté les spasmes. Par contre, suite à ça, Louis a mal réagi à un des médicaments qu'il prenait pour l'épilepsie, puis il a développé une toxicité à ces médicaments-là. Oh non. Puis cet hiver, en fait, on a eu des grands moments difficiles. On a été hospitalisés pendant plusieurs mois pour essayer de trouver qu'est-ce qui se passait. Là. Donc, on a repassé une batterie de tests, tout ce qui est IRM, électroencéphalogramme, des multiples prises de sang, des scans. Ils l'ont tout scanné de partout pour finalement pas vraiment trouver qu'est-ce qui se passait. Oui, il a fait une toxicité aux médicaments. On l'a cessé, ces médicaments-là, mais les symptômes d'irritabilité de Louis restaient. Dans le fond, il ne dormait plus. On avait des journées là, il pleurait 22 heures sur 24. Et là là. Ouais. Oh C'était extrêmement difficile. Puis on a eu la chance, à ce moment-là, on n'était pas encore... on connaissait pas encore le phare à ce moment-là. Mais on a la chance d'avoir été supporté par l'hôpital de Montréal pour enfants, qui est d'ailleurs un hôpital extraordinaire où on a des soins vraiment uniques et vraiment on est très reconnaissants. Puis de fil en aiguille, ben c'est ça, c'est qu'on a eu plusieurs discussions à ce moment-là, à cet hiver, là, de l'avenir un peu de notre Louis. Parce que, bon, on voulait pas être dans le déni non plus. On savait bien que, bon, au niveau de son développement, ben Louis marchera jamais. Louis communique pas verbalement avec nous. Il est capable d'exprimer certains de ses besoins en pleurant, avec son faciès, avec ses yeux. On communique comme ça. Mais, tu sais, c'est sûr qu'il y a un lot de difficultés. Tu sais, il mange pas, il a besoin de gavage. Fait qu'il y a beaucoup de soins quand même de base qui sont requis pour Louis. Puis c'est ça, dans le fond, cet hiver, on a eu la référence de l'équipe de soins palliatifs pour qu'on puisse venir ici au Phare parce qu'on a eu plusieurs admissions et congés avec l'hôpital. En sachant pas trop sur quel pied danser, de savoir qu'est-ce qui allait se passer. Les spécialistes savaient pas trop non plus quoi nous dire parce que c'est un cas assez unique, Louis. Comme on n'a pas encore de diagnostic final, en fait, tu sais, oui, on sait qu'il y a l'épilepsie, mais il y a plusieurs autres problèmes de santé. On se doute bien qu'il y a un problème au niveau de sa génétique. Donc, il y aurait eu une mutation génétique pendant la grossesse qui n'est pas détectable par prise de sang ou quoi que ce soit, à moins qu'on sache exactement quel gène ou
où c'est que ça marche pas, tu sais, c'est là qu'ils peuvent le détecter, mais sinon, tu sais, d'emblée, on voit pas ça. Donc, c'est ça, on est encore un peu en recherche, en investigation de tout ça, mais en ayant quand même une tête, en sachant bien que l'avenir est peut-être pas, comment je pourrais dire ça? Tu sais, on sait bien que Louis se rendra probablement pas à l'âge adulte. En fait, on a eu comme la certitude, on a eu cette réponse-là, en fait, cet hiver. Par contre, on n'a pas de pronostic très clair. C'est ça. Puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a. Cet hiver, en fait, on pensait que, honnêtement, qu'il allait décéder parce que il y avait tellement de grosses crises d'irritabilité, de dystonie. En fait, il était très crispé. Il y avait un trouble de mouvement aussi, donc il y a beaucoup de mouvements involontaires, Louis. Puis c'est que là, c'était continuel cet hiver, puis il n'y avait aucun médicament qui arrivait. On arrivait à le soulager. Parce que, tu sais, de voir son enfant constamment en crise, constamment inconfortable, de pleurer comme ça, ben c'est sûr qu'à un moment donné, tu te dis, OK, mais quelle qualité de vie il y a, tu sais. Puis... Ça doit être un gros dilemme de justement d'avoir ton enfant comme ça, comme tu nommes, pas de qualité de vie, puis en même temps, ben tu veux pas le perdre. C'est ça. Tu sais, c'est sûr que aucun parent veut perdre son enfant. C'est l'être le plus cher, le plus qu'on aime le plus, on vient qu'à s'oublier, même très souvent, pour mettre au devant les besoins de notre enfant, tu sais. Mais je pense que, puis ça, tu sais, c'est pas du jour au lendemain qu'on réussit à faire cette réflexion-là, mais je pense que les soins palliatifs, c'est d'aimer assez son enfant pour accepter de le soulager, puis de dire, ben moi, c'est ça que je veux lui offrir. Ouais. C'est du confort, puis de la qualité de vie. Ouais. Parce que même si on essaie à tout prix de régler un problème qu'on sait pas, puis qu'on... Tu sais, oui, le problème peut-être se réglerait par un médicament, mais qui entraînerait 800 000 autres effets secondaires que je veux peut-être pas que Louis ait à gérer puis à passer au travers, parce qu'il y a tout le temps aussi cette... tu sais, le pour et le contre aussi, les bénéfices et les conséquences qu'on peut avoir. Mais dans notre cas, il y en avait pas là, de médicaments miracles. Là. Puis c'est ça aussi qu'à un moment donné, ben, je pense que la décision se prend un peu d'elle-même, de dire, bon, ben, je pense qu'on a fait tout ce qu'on pouvait. Je pense que là, on est rendu qu'on veut juste profiter, puis qu'on veut avoir du temps de qualité avec notre enfant, puis dire comment moi je veux passer ce moment, peut-être les derniers moments qui me restent avec mon fils. Est-ce que je veux être tout le temps en gestion de grosses crises, en gestion de gros symptômes, de mal-être, ou est-ce que je veux profiter de ces moments-là puis offrir des activités, y offrir des moments où ce qui est tellement bien. Puis, tu sais, je pense que quand on connaît le fort, parce que en fait, pour terminer notre histoire, là, mais c'est suite à cet hiver-là qu'on a été référé par notre équipe là, de soins palliatifs aux Children. Donc, on a commencé à avoir des services du fort là, depuis cet hiver. Puis, ce qui est particulier, c'est qu'on a fait, nous, deux séjours de gestion de symptômes. Puis, on bénéficie aussi des services de répit et aussi de répit à domicile. On a des bénévoles qui vont à domicile. Oui, OK. Qui donnent du répit aux parents. Ce qui est génial.
d'ailleurs, tu sais, nous, on vient de Saint-Hyacinthe. Tantôt, vous demandiez de quelle région. Et puis, on a une super bénévole qui vient à la maison 4 heures par semaine pour interagir, jouer avec lui, lui offrir un temps de qualité. Puis moi, pendant ce moment-là, ben, je sais qu'il est entre de bonnes mains. Je peux aller faire mon lavage, je peux aller faire mes autres petites tâches sans avoir en tête, Louis, es-tu correct? Tu sais, m'éparpiller un peu partout en ayant toujours Louis omniprésent dans mes préoccupations, tu sais. Fait que, tu sais, ça, c'est génial. Puis d'avoir des périodes de répit aussi où ce qu'on sait les enfants sont tellement bien accueillis ici. C'est vraiment, tu sais, Antoinette l'a dit tantôt, c'est une maison, c'est pas... On n'arrive pas ici en étant triste ou en se disant « Oh mon Dieu, j'arrive dans une maison de soins palliatifs ». Non, on arrive dans une maison vivante, je pense que c'est important de le mentionner. Puis où ce que ça bouge, où ce qu'il y a des enfants qui crient parce qu'ils sont contents, où ce qu'il y a des activités, du bricolage, des bénévoles qui sont dans la piscine avec nos enfants. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça aussi qui rend les soins palliatifs tellement beaux. Ouais. Puis, tu sais, c'est atroce, tu sais, de penser éventuellement de perdre notre enfant. Je veux dire, il n'y a pas personne, aucun parent qui va dire je suis contente. Tu sais, non, ouais. Tout le monde va être dévasté en perdant son enfant, tu sais. Mais je suis contente au moins de pouvoir permettre à Louis d'avoir cet espace-là adapté pour lui, avec des gens formés, puis que moi, je puisse quitter en n'ayant aucune inquiétude parce que je sais qu'il y a l'infirmière, qu'il y a le médecin, qu'il y a les préposés, qu'il y a les bénévoles, qu'il y a justement les spécialistes en loisirs qui ont toutes des formations spéciales pour s'occuper de nos enfants à besoins particuliers versus qu'un endroit où ce que je sais pas, tu sais, qui est peut-être plus dans un cadre différent pour des enfants qui sont en bonne santé, ben on n'aura jamais cette approche-là. Tu sais, ça sera pas aussi adapté pour nos petits cocos qui ont des besoins différents. Et tu sais, je pense que ça doit être vraiment essentiel pour des parents, pour un couple, d'avoir des moments de répit. Parce que, tu sais, comme tu nommais, ben ton petit coco, il a besoin d'aide pour tout, finalement, tu sais. Exactement. Besoin de gavage. Tu sais, il est dépendant, là, totalement de vous, là. Fait que toi, t'es une maman, t'es une infirmière aussi à la maison, tu sais, t'as plusieurs chapeaux, là. Beaucoup de chapeaux, je vous dis. Puis ça a été une des choses les plus difficiles pour moi à gérer, c'est de savoir quel chapeau je dois mettre. Ouais. Puis le fort me ramène à remettre mon chapeau de maman. Ouais. Parce que je pense que c'est facile de tomber dans l'aspect médical, de dire, OK, ben moi, ma routine, parce qu'on a une routine assez stricte à cause des médicaments, à cause des soins, à cause de tout ça. Fait que, oui, tu sais, on est capable de jouer un peu à travers tout ça, puis de vivre comme des gens sans problème, tu sais, de santé. Mais au final, tu sais, quand tu donnes un médicament, des fois, tu es dans ta tête, tu prépares ça, tout ça, mais tu oublies que ton gars il est à côté, puis que c'est plus orienté vers la tâche que vers ton enfant. Là. C'est normal. Ça. Fait que l'effort, c'est ça. Je pense que surtout quand on revient chercher, puis pendant même le répit, nous, on s'ennuie, là, c'est sûr. On est super content et reconnaissant. Mais on est comme, mais mon Dieu, la maison est donc bien grande. Qu'est-ce qu'on fait? Là? Mon conjoint et moi, on se regarde, on est comme, mon Dieu, mais il manque quelque chose. Il manque, fait que, ça nous fait du bien parce que oui, ça nous donne du temps de qualité qu'on peut pas nécessairement toujours se permettre d'avoir. Parce que, ben, veut pas, on est extrêmement bien entouré au niveau de nos familles, nos amis, tout ça, mais reste que c'est souvent plus rare d'avoir des enfants à besoins particuliers qui nécessitent autant de soins. Donc, c'est pas tout le monde qui sont à l'aise nécessairement de s'en occuper.
Une mamie restera pour moi toujours une mamie. C'est pas une mamie infirmière qu'il faut. C'est une mamie qui aime son petit gars puis qui passe du temps de qualité puis qui doit pas se soucier de « Hey, j'ai un médicament à lui donner à 4 heures tantôt puis il faut pas que j'oublie telle affaire. » Non, tu sais, c'est une mamie qui va lire des histoires, qui va jouer avec son petit-fils. Fait que le fort nous permet aussi de maintenir, je pense, nos rôles un peu sociaux. Puis, en plus, ce qui est génial, c'est que même pendant les périodes de répit où ce que nous, les parents, on peut quitter, ben les grands-parents, la famille, les amis peuvent aller visiter les petits cocos qui sont au fort. Fait que, évidemment, c'est pas n'importe qui rentre ici, mais ça l'empêche pas quand même à nos proches, dans le fond, de venir passer du temps de qualité, eux aussi. C'est comme le meilleur des deux mondes, moi, je trouve, parce que justement, ils vont voir leurs petits-enfants, puis ils n'ont pas à se soucier du volet médical, dans le fond, justement, comme tu dis, ils peuvent vraiment être dans leur rôle à 100% de mamie, de papy, de tante, oncle, peu importe. Ça rend ça un peu plus normal aussi. Parce que, tu sais, quand on vit avec un enfant à besoin particulier, ben il y a beaucoup de choses qu'on s'attend pas ou qu'on pense pas nécessairement, mais que ça déroge vraiment beaucoup d'une certaine normalité qu'on s'attend de fitter dans un cadre. Tu sais, quand on est enceinte, on imagine déjà notre enfant jouer au soccer l'été ou aller à l'école au bout de notre rue, tu sais. Fait que, tu sais, c'est de réapprendre tout ça aussi. Puis en étant ici, ben c'est beaucoup de familles qui vivent un peu la même chose, peu importe, même si c'est un grand garçon de 16 ans. Puis moi, j'ai mon petit Louis de 2 ans. Ben on vit quand même certaines situations, certains défis, certaines particularités similaires quand même. Ouais. Fait que c'est ça qui est bien aussi, c'est que ça nous permet de nous rappeler aussi qu'on n'est pas tout seul à travers tout ça, tu sais. Je reviens un petit peu dans le passé, mais quand vous avez commencé, là, tu sais, tous vos suivis, là, avec les spécialistes, les médecins, tu sais, quand vers l'âge de 2 mois, là, tu sais, que tu commençais à avoir des petits doutes, ça a pris combien de temps, là, tu sais, de faire tous ces examens-là, tous ces suivis-là, puis d'avoir comme une réponse ou une... Beaucoup. Ah ouais? Beaucoup, ouais. Ça a été les pires mois de ma vie, honnêtement. J'inclus aussi cet hiver-là, mais je pense que d'être dans l'inconnu pendant autant de mois, parce qu'en fait, on a eu le diagnostic d'épilepsie de Louis à ses 9 mois. Okay. Mais tu sais, on n'a même pas encore le diagnostic final. Fait que je peux même pas répondre encore à cette question-là tant que c'est de dire, ben, on a encore des tests en attente, on a encore des... Mais je pense qu'on est un peu moins inquiet, impatient, je pense, d'avoir ces réponses-là parce que on s'est déjà un peu fait une idée. Puis pour nous, c'est important de ne pas être dans le déni puis d'accepter la réalité comme elle est parce qu'on ne peut rien changer. Tu sais, c'est ça qui est... Puis ça a pris du temps, honnêtement, parce qu'au début... Je veux dire, le nombre de journées que je me suis mis en boule sur mon divan à pleurer toutes les larmes de mon corps, je peux même pas les compter parce que j'étais inquiète, parce que je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment que je vais pouvoir l'aider, mon garçon? Quelle réalité on va avoir? Puis avec le temps, ben je pense que tu apprends à juste un peu surfer sa vague. Puis, tu sais, de l'adaptation, on aura toujours. Puis, c'est un beau défi qu'on a au quotidien. Mais c'est ça, tu sais, ça a pris 7 mois avant d'avoir vraiment un peu plus de réponses. Mais on n'a pas toutes les réponses encore. Ouais. Mais on a assez pour savoir un peu où est-ce qu'on s'en va. Ouais. Un peu plus. Tu sais, puis même si on n'a pas de pronostic clair, même si on n'a pas de réponse de savoir est-ce que, ben lui, il en reste pour 2 semaines, 2 ans, 2 mois, 6 mois. Je pense que ça change aussi notre perception de la vie puis de nos interactions aussi avec
avec nos enfants. Tu as tout le temps c'est sûr que on a toujours le sentiment de dire, ben, pourquoi ça nous arrive à nous, c'était quoi les chances que ça nous touche, nous, le sentiment un peu d'injustice, là, de dire pourquoi moi je peux pas avoir un garçon normal. C'est jamais stable, dans le sens qu'il y a des journées que tu acceptes un peu ta réalité, puis tu te dis, bon, ben, on y va, go. Il y a d'autres journées que ça revient, puis ça nous revient par situation. Des fois, il y a une petite affaire, un petit gars que tu vois courir dans la rue, puis là, tu dis, hey, moi, lui, il fera jamais ça. Fait que là, c'est des petites choses comme ça, des fois, qui te ramènent, puis tu te dis, ouf, OK, ce sentiment-là d'injustice, de tristesse, de colère, revient. Puis après, je pense qu'il faut se ramener. Je me ramène à mon petit Louis. Puis je me sens extrêmement reconnaissante, de l'avoir malgré tout. Je ne changerais pour rien au monde, mon enfant. Si j'avais une baguette magique, je ne le changerais pas, parce que j'ai appris à l'aimer comme qui est, parce que j'ai appris à communiquer avec lui malgré tout, parce que c'est mon bébé. Ben oui. Comment on peut ne pas aimer nos enfants? C'est impossible. C'est sûr qu'on souhaiterait qu'ils soient en bonne santé puis qu'il n'y ait pas de douleur. Ça, c'est clair et c'est normal. Là. Mais de dire que de changer notre réalité, tout ça, ben, ça nous a tellement apporté tellement plus loin que ce qu'on s'était attendu en tant que parents, puis en tant que personne aussi, que je pense qu'il faut retenir tout le beau aussi qu'il y a autour de tout ça. Ah, moi, ça m'émue tellement. Là. Tellement. J'ai juste le goût de pleurer depuis tantôt. Mais c'est parce ta résilience, puis comment tu l'exprimes, puis c'est tellement beau. On dirait que c'est tellement touchant. Merci tellement. Mais tu sais, ça se fait pas du jour au lendemain. Puis c'est ça que Louis aussi m'a amené. C'est beaucoup de travail sur moi. Puis jamais j'aurais pu faire ce travail-là sur moi sans mon petit minou. Fait que c'est ça, beaucoup de reconnaissance. C'est ça, je l'aime comme qui est. Puis là, j'imagine que tu es temps plein avec lui, dans le fond. Tu sais, il peut pas aller à la garderie. En fait, ben ça, c'est un peu particulier. En fait, on a réussi à avoir une place en CPE. Ah oui, OK. Dans le fond, en s'inscrivant sur la place 0-5 ans, il y a une section où on peut écrire qu'on a un enfant à besoin particulier. Par contre, c'est pas facile. Dans le fond, c'est que ça nécessite beaucoup de formation, beaucoup de démarches pour avoir des éducatrices qui sont à l'aise aussi de gérer des petits cocos à besoins particuliers, parce qu'on va se le dire, c'est pas leur réalité fréquente. Puis on sait quand même qu'à long terme, ben lui pourra plus éventuellement aller à la garderie, parce que ne serait-ce qu'au niveau de l'accessibilité, comme lui, ben est pas capable de se transférer, de changer de position par lui-même et tout ça, ben ça nécessite quand même beaucoup d'équipement, on va se le dire, là, et beaucoup d'espace. Ouais. Puis à travers d'autres enfants, je veux dire, qui circulent dans le local et tout ça, ben c'est sûr que c'est loin d'être l'idéal, mais on a la chance d'avoir une journée par semaine de fréquentation à la garderie. Mais tout récemment, en fait, on a commencé à avoir de l'aide d'une infirmière qui vient à la maison 2 fois par semaine, qui s'occupe des soins médicaux de Louis. Ça fait à peu près 3 semaines là, que c'est commencé. Là, fait que tout récemment, on commence à avoir de l'aide. Puis comme je disais tantôt, ben on a aussi une bénévole du fort qui vient 4 heures par semaine s'occuper de Louis. Par contre, elle ne fait pas de soins médicaux. Là. Elle fait vraiment tout ce qui est au niveau loisir, au niveau de changer les couches et tout ça, c'est correct. Là. Ils peuvent le faire, mais elle ne peut pas administrer, par exemple, des médicaments.
Mais reste que pour nous, en tant que parents, ça fait une grosse différence quand même aussi. Mais avant tout ça, c'est beaucoup de navigation, de gestion de rendez-vous, de gestion de temps, de soins. Puis oui, je suis 100% en fait avec mon coco encore à la maison. Parce que pour l'instant, on n'arrive pas à avoir une assez grande stabilité avec lui pour le moment pour dire que je peux retourner au travail. Puis honnêtement, tu sais, je sais pas pour l'instant comment je ferais. Tu sais, là, tout commence à se placer un petit peu avec l'aide de l'infirmière et tout ça. Mais reste que lui est quand même instable il est quand même stable dans son instabilité. Parce qu'il doit être très fragile aussi, là, à la moindre petite... Oui, tout peut changer en l'espace d'une heure. Là. On sait jamais vraiment la journée du lendemain, elle va ressembler à quoi. Puis comment faire pour planifier dans un mois avec lui, c'est impossible. C'est impossible. Ça, c'est... Puis pour une personne qui est très méthodique, organisée comme moi, ça aussi, c'est un travail à faire parce qu'il faut accepter de lâcher prise puis de dire, j'ai pas de contrôle sur son état. Comment qu'il va être? Moi, j'aimerais ça, par exemple, aller dans un chalet à Charlevoix. Dans un mois, il faut que je réserve tout ça. Je sais pas comment qu'il va être, lui, à ce moment-là. Mais on prend la chance puis on y va. Je pense que ça aussi, ça fait partie un peu de notre vision. Puis je pense que ça rejoint aussi le fort à ce niveau-là, mais de dire, je pense qu'on veut pas s'arrêter à un diagnostic puis à une maladie, tu sais. Vous essayez quand même de profiter de la vie en famille, tu sais, malgré tout. Puis... Je pense que les soins palliatifs, c'est de vivre. Ben oui. Je pense que c'est vraiment la façon de voir les choses. Puis de sauter à pieds joints, puis de foncer, puis c'est pas toujours facile, c'est loin d'être facile. Mais c'est ça, c'est d'en profiter autrement, de s'adapter autrement, mais quand même y aller, puis de sauter, puis de prendre la chance, tu sais, parce que sinon, si on fait juste comme rester là, puis, tu sais, être dans notre routine de maladie, je veux dire, il y a personne qui va être bien, là. Non. En premier, notre enfant, tu sais, parce que lui, il ressent ces choses-là, même s'il n'est pas capable de nous le dire, tu sais. Quand il arrive ici au fort, il y a peut-être des problèmes visuels, mais c'est exactement où ce qui arrive. Il reconnaît, Il est content. Je sais, moi, qu'il est content quand il arrive ici, tu sais. Mais il n'est pas capable de me le dire. Mais je sais qu'il est content. Même chose quand on va prendre une marche à l'extérieur, quand on va en camping. Parce que oui, on va en camping avec lui. C'est pas un camping en tente, mais on y arrive. On apporte tout notre matériel. Mais ça se fait. Tout doit être un défi en soi, quasiment. Le quotidien devient quasiment... Oui. Puis en même temps, pour nous, c'est notre réalité. Oui, c'est ça. Lui, c'est notre seul enfant, en fait. Puis pour nous, c'est ça qui est normal. Tu sais, on a juste connu ça. Fait que nous, de faire une valise avec des seringues, avec des médicaments au besoin, avec des machines pour respirer ses sécrétions, avec sa pompe de gavage, c'est la normalité. Tu sais, au même titre que quand que je pars avec mon amie qui, elle, a 2 enfants, qui doit gérer les collations, les biberons, les affaires, les ci, les ça, je suis comme, mon Dieu, j'aurais jamais pensé à tout ça. Elle est comme, moi, j'aurais pas pensé à tes choses à toi, là, tu sais, c'est pas la même chose. Mais je pense que être maman, que ce soit d'un enfant à besoin particulier ou être maman d'un enfant en pleine santé, on a quand même des défis puis des choses à apprendre puis de l'adaptation beaucoup. Ouais, c'est vrai. Que ce soit une adaptation qui est différente, il y a de l'adaptation quand même à faire puis au final, on roule là-dessus, tu sais. Puis vu que tu travailles au centre, puis de permettre à l'enfant d'être un enfant, tu sais, oui,
quand il est au phare, il est un enfant. Exact. Donc, c'est ça qu'on fait au phare. On lui permet de l'être puis de vivre comme un enfant. Tout à Avec fait. des besoins particuliers. Fait que oui, on y répond, mais il reste un enfant. C'est ça. C'est Puis ça. à quelle fréquence est-ce que tu vas, est-ce que vous allez en répit, au phare? Est-ce que c'est au besoin ou ça peut vraiment être planifié, mettons, à toutes les 2 semaines? Un peu les deux, Ok. dans le sens où ce que l'effort peut nous offrir jusqu'à 30 jours par année Ok. de répit. 30 jours nuit, là, en tout cas. 30 nuitées. 30 nuitées, Oui, c'est ça. On peut offrir jusqu'à 30 nuitées. Super. Puis, et dans le fond, c'est nous, à chaque mois, on peut déterminer les besoins du mois prochain. Donc, Ok. on envoie un peu nos demandes, nos préférences, puis il y a une responsable là, qui s'occupe de gérer les demandes de toutes les familles, parce qu'il y a quand même, Oui, je me rappelle c'est plus ça. combien qu'il y a de familles. puis 200, plus que 200 familles. c'est un beau Quand casse-tête. même, ouais, c'est ça. Puis y a-t-il une liste d'attente? On n'a Vous pas a- de liste d'attente. On arrive Ouais. arrive vraiment à combler, Ok. puis à répondre aux besoins des familles, exactement. Honnêtement, Parce on que n'a aucun séjour de répit qui a été refusé Ah, ou ok. qui n'a pas fonctionné. Ils sont Wow. tellement humains aussi que Mm. s'il y a quelque chose, tu sais, par exemple, un spectacle, un déménagement, il arrive à faire de la magie. Ouais. Puis à nous arranger toujours des petits trous. Puis même en plus, à chaque mois, il nous envoie les dernières disponibilités qui n'ont pas été prises. Donc, si on a le goût que ça donne, tout ça, ben, il nous offre des nuitées sans les enlever de nos 30 nuitées par Ah, Un wow. petit surplus, là. Oui, Ouais. exactement. Un Ok. beau cadeau. Ouais. Fait que si ça la donne, qu'on n'a pas de rendez-vous, que ça va bien, ben on peut les prendre sans problème aussi. Puis quand on a les séjours de gestion de symptômes, comme je vous disais tantôt, puis de fin de vie, ben là, il n'y a pas vraiment il n'y a pas de nombre. Tu sais, c'est le nombre de nuitées, le nombre de si ça dure plus longtemps, quelques jours, semaines. Mais c'est correct, tu sais, parce que là, on suit l'enfant, puis on voit jusqu'où ça va. Puis on n'a pas le contrôle là-dessus, hein, on n'a pas de boule de cristal, fait qu'on suit vraiment la famille, puis l'enfant, en fait. L'enfant, puis la famille. Exactement. Fait qu'il n'y a pas de... Puis au niveau des critères, est-ce que pour, par exemple, une fin de vie, là, est-ce que l'enfant doit être à un pronostic de moins de 3 mois? Je dis n'importe quoi, là, mais non, il n'y a pas vraiment de critères. Non, pas du tout. C'est juste l'enfant. Où est-ce qu'il est rendu dans sa maladie, tout ça. Puis des fois, c'est des gestions de symptômes. Hein. Ça veut dire qu'il faut ajuster un médicament ou il y a juste une détérioration, puis il faut juste qu'on regarde un petit peu comment ça va aller. Puis des fois, ben, l'enfant se stabilise parce que lui, il est venu en gestion de symptômes. Deux fois, puis il est retourné à la maison. Fait que ça se peut. Comme des fois, ben là, on se rend compte qu'on est vraiment vers le chemin, vers la fin de vie. Puis là, à ce moment-là, on l'accompagne jusqu'au bout. La gestion de symptômes, dans le fond, c'est un peu à place d'aller à l'hôpital. C'est de l'instabilité. Que les familles on sait qu'on veut le confort pour l'enfant. Puis après ça, on évalue les besoins, comment ça se passe aussi. Puis, des fois, c'est aussi je m'excuse. Oui, non, c'est correct. Mais des fois, c'est une transition aussi entre l'hôpital et la maison. Ah ouais, OK. Et, nous, c'était une poursuite un peu de la gestion de symptômes qui avait été commencée à l'hôpital. Mais qu'à un moment donné, à l'hôpital, on avait un peu pas fait le tour de ce qui pouvait nous être offert, mais je pense qu'on était rendu ailleurs. Puis d'avoir un autre milieu de soins, mais plus un milieu de vie, en fait. Mais en venant au phare, ça a été une transition vraiment appréciée parce que c'est de réapprendre à donner les bons médicaments, à apprendre à gérer le nouveau symptôme, le nouvel état de notre enfant. Tu sais, c'est nous aussi, c'est d'apprendre un peu à dealer avec ça, puis de voir comment que ça évolue dans le temps, sans être stressé de dire comme, ben on peut, je veux pas dire on peut partir quand on veut, mais quand on se sent prêt, puis quand on se dit, OK, ben on est en confiance, on pense que lui va mieux, tout le monde est d'accord, ben on peut retourner à la maison. Puis si ça va pas, puis on rappelle le phare, puis on s'en reparle, puis on s'ajuste. C'est vraiment de l'ajustement. Oui, tout à fait. Exactement. J'avais une question plus au niveau, au niveau financier. Tu sais, on parlait tout à l'heure, bon, ça fait 2 ans que Noémie est en arrêt de travail. Donc, est-ce que de l'aide qui est apportée justement au niveau financier, parce que j'imagine que l'argent tombe pas du ciel. Dans ces moments-là, ça doit pas toujours être évident là.
Ben, c'est sûr que, tu sais, on peut avoir les crédits d'impôt pour les enfants handicapés. On a aussi les allocations familiales pour enfants handicapés. Donc, puis nous, on a la chance, en tout cas, d'avoir les subventions aussi d'enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels parce que lui est dépendant de nous pour tout ou presque. Donc, c'est sûr que, tu sais, on a quand même des bons montants à ce niveau-là. Mais on est quand même très chanceux parce que, bon, on est bien entouré, on a des bons emplois, mon conjoint et moi, mais je sais que c'est loin d'être la réalité de tout le monde. Parce que, bon, moi, veux pas, mon arrêt de travail, je pourrais pas l'étirer indéfiniment. On s'entend que je pourrais pas être en arrêt pendant 10 ans de temps. Il va falloir que j'y retourne travailler. On a quand même des factures à payer. On a quand même puis des choses adaptées. C'est pas donné. Le prix. Oui, c'est ça. Dès qu'on commence à avoir besoin des soins ou des trucs spécialisés, c'est tout le temps très rare, donc plus cher. On pense pas nécessairement à ça aussi, mais bon, au niveau du véhicule, ben éventuellement, nous, ben lui est encore relativement petit, donc on est capable de le mettre dans son siège d'auto qui est pas adapté, là, qui est un siège d'auto pour enfants. Mais éventuellement, c'est sûr qu'il va falloir qu'on change de véhicule pour avoir une adaptation on aura probablement une rampe pour rentrer son fauteuil et le clipper dans le fond de l'auto. Mais tu sais, ça, c'est des coûts supplémentaires de dire, ben, on n'avait peut-être pas nécessairement pensé à changer de véhicule, mais on n'aura pas le choix. Ouais, c'est ça. Ouais. L'adaptation est quand même payée. Il y a des subventions à ce niveau-là. Okay. Mais il faut quand même le payer, l'auto, tu sais. Oui. Le véhicule. Puis, même chose pour la maison. Parce que, tu sais, je disais tantôt, il y a beaucoup d'équipements qui prennent énormément de place dans la maison. Donc, tu sais, quand on a acheté, nous, notre maison, ben on savait qu'il y avait 3 chambres en haut à l'étage, mais on pensait pas vraiment avoir besoin d'accessibilité autant que ça. Tu sais, c'est pas quelque chose qui te vient à l'esprit quand tu dis « je vais avoir un enfant ». Tu penses pas nécessairement avoir un bain adapté. Là, on s'entend, tu sais. Mais ça, tu sais, il y a un programme d'adaptation du domicile qui existe, qui malheureusement, présentement, est un peu, en fait, il est mis sur pause parce que, bon, il y a des restrictions budgétaires et tout ça. Mais il y a beaucoup de délais aussi. Fait que c'est sûr que, tu sais, si c'est un besoin qui est semi-urgent, ben c'est sûr qu'on a l'aide du CLSC, l'aide du Centre de réadaptation qui nous prête beaucoup d'outils et d'équipements. Mais des fois, c'est un peu pour dépanner en attendant d'avoir une mesure qui est peut-être un peu plus idéale. Mais cette mesure idéale-là ne viendra pas avant plusieurs mois ou années peut-être. Est-ce que tu dirais que ça compte, tu sais, tout qu'est-ce que tu as nommé, là, les aides du gouvernement, est-ce que tu dirais que ça compense pas mal à 100%, tu sais, peut-être le manque de ton salaire ou... Non, c'est sûr que non. Puis, je pense qu'il ne faut pas le compter comme ça nécessairement. Ben, pas qu'il faut pas le compter comme ça dans le sens où ce que, tu sais, jamais qu'on pourra, tu sais, on fera plus de sous que ce on a besoin pour lui, tu sais, pour ses besoins à lui et tout ça. Mais au moins, on a la chance d'être aidé. C'est ça qu'on se dit. Oui. Puis, tu sais, je suis très consciente que c'est loin d'être toutes les familles qui sont dans notre situation aussi. Tu sais, ça, on se compte, tu sais, extrêmement chanceux quand même d'avoir, tu sais, on n'est pas en situation précaire au niveau financier, mais je sais que il y a des mamans qui doivent vraiment quitter, puis peut-être que ça sera mon cas d'ici quelques années, puis que j'aurai eu tout autre discours, parce que là, lui est encore petit, j'ai eu mon congé de maternité qui s'est terminé, tout ça, fait que on surfe un peu là-dessus aussi, mais tu sais, ça, c'est ce genre de choses que, oui, je peux réfléchir, oui, je peux penser, mais jamais que je pourrais prévoir. Non, c'est sûr.
notre réalité change tellement rapidement de tout du tout au tout que c'est pas prévoyable de savoir, tu sais, le retour au travail et tout ça. Fait que, tu sais, je pense que le fait d'avoir un travail qui est stable, qui est un peu... qui est sûr, si je peux dire, mais on est chanceux. Mais à long terme, ça sera peut-être pas quelque chose qui sera possible. Puis j'en suis consciente, tu sais, parce que idéalement, nous, notre souhait, c'est qu'un jour, Louis aille à l'école. Dans le fond, Louis pourra aller dans une école adaptée. Là, on s'entend, il n'ira pas dans une école du quartier avec tous les autres régulière, mettons. C'est ça, exactement, régulière. Mais on est chanceux parce qu'à Saint-Hyacinthe, il y a une école adaptée là, tout près de chez nous qui existe justement pour les enfants à besoins particuliers, qui est tout adapté aussi. Puis qui offre un peu, je pense, là, en tout cas, on n'est pas rendu là parce que lui a encore 2 ans, mais je pense que c'est aussi un genre de milieu de vie, si je peux dire, là, si je peux m'avancer. Mais je me raccroche aussi à cette idée-là que Louis, un jour, pourra aller à l'école, peut-être à temps complet, si ça fonctionne bien. Puis qu'on pourra, à ce moment-là, avoir une certaine routine anormale, atypique, mais qui va être notre routine à nous. Ouais, c'est ça. Puis à ce moment-là, ben c'est sûr que moi, j'entrevois quand même un retour éventuellement au travail parce que ne serait-ce que pour notre santé mentale aussi, comme parents, on s'entend. De ramener une certaine normalité à ce niveau-là, d'avoir un sentiment d'accomplissement au niveau professionnel. Là. C'est ça, j'allais dire. Est-ce que ça te manque? Est-ce que... Oui, mais tu sais, tantôt on disait que j'avais mon chapeau d'infirmière, mais je suis infirmière dans la vie. Puis j'ai compris pourquoi en ayant mon petit coco. Mais en ayant un coco à besoins particuliers qui a beaucoup de problèmes de santé, c'est complètement différent que d'être infirmière. Tu sais, c'est pas la même chose quand c'est à ton enfant que ça l'arrive. C'est quand que t'es toi dans ton uniforme. Là. Mais ça me manque quand même parce que quand je me rends souvent, mettons, à l'hôpital ou dans les suivis, tout ça, ben au moins, comment je peux dire, je baigne encore dans cet univers-là. Fait que j'ai un peu l'impression quand même de pas trop être loin de ma profession. Mais oui, au niveau professionnel, c'est sûr que ça me manque. Puis d'avoir cet accomplissement-là, c'est quelque chose que j'ai quand même hâte de revoir. Puis j'espère pas être trop... comment dire, stressée ou surchargée par toute cette charge émotionnelle-là, parce qu'on va se le dire, tu sais, on veut bien performer, on veut bien travailler, on veut bien accomplir nos tâches, mais on veut aussi bien être présente pour nos enfants. Oui. Ça va être je pense qu'un défi, un nouveau défi pour moi à ce moment-là, quand ça arrivera, là. Ben, on est de retour d'une petite pause. Petite interruption. Oups! Puis on est accompagné de notre beau Louis. Hein? Noémie nous présente son beau petit Louis qui est en train de manger présentement. Donc on est chanceuse de l'avoir. Fait que là, c'est ça, dans le fond, tu sais, t'as nommé là, tout au long quand on discutait là, de ses besoins particuliers. Fait que là, il y a 2 ans, mais il y a les besoins, dans le fond, d'un bébé naissant presque, là, c'est ça. Là. Exactement, parce que, tu sais, il est dépendant pour jouer, il est dépendant, c'est sûr, pour se déplacer. Il ne se tient pas en position assise. Il n'est pas capable de se tourner sur le ventre ou sur le dos ou quoi que ce soit. Il n'est pas capable de prendre des objets non plus dans ses mains. Parce qu'il y a des mouvements, il est en train de s'endormir, mais il y a beaucoup de mouvements involontaires, lui, donc c'est difficile pour lui. Son cerveau n'est pas capable de dire à ses bras d'aller chercher quelque chose. Il a besoin d'aide, c'est sûr, pour s'alimenter, pour les soins d'hygiène, tout ça. Fait que, il est vraiment dépendant à 100% de nous. Puis souvent, ça nous amène aussi à être un petit peu au-delà de ses besoins, dans le sens qu'on apprend à être avenant puis à
à savoir ce qui s'en vient, ce qu'il a de besoin, puis ce qui va le déranger. Tu sais. C'est sûr, vous apprenez à le connaître aussi, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, au même titre que ton bébé, quand tu sais qu'il commence à avoir faim, qu'il commence à bouger de telle façon, qu'il commence à être... Ben, c'est sûr qu'avec lui, des fois, c'était une petite boîte à surprise, puis c'est mystère et boule de gomme. Mais des fois, on essaie de trouver puis de comprendre ce qui se passe. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe, toi? Mais oui, hein? Je suis curieuse. Est-ce que vous avez déjà discuté d'avoir un autre enfant ou présentement? Oui. C'est une bonne question. En fait, comme on ne sait pas ce que lui a encore, c'est un petit peu difficile pour nous de savoir si et comment on souhaite agrandir la famille. Parce que, comme je disais tantôt, au niveau des suivis de grossesse, il n'y a rien qui a été détecté pour lui. Donc, tant aussi longtemps qu'on n'a pas un diagnostic d'un gène particulier à tester, ça serait très difficile de savoir pendant la grossesse si le deuxième enfant est atteint ou non. Oui. C'est sûr que mon conjoint et moi, on a fait aussi beaucoup de tests au niveau de la génétique aussi pour savoir si on avait une incompatibilité ou quoi que ce soit. Puis il n'y a rien qui était ressorti, qui avait été noté à ce niveau-là. Mais même si la génétique, la médecine nous donne un pourcentage, des fois, c'est jusqu'à quel pourcentage on est prêt à prendre la chance, le risque. Est-ce que, si jamais on a un diagnostic, ben ça va être de procéder à une amniosynthèse. Puis souvent, les délais augmentent aussi. Donc, l'amniosynthèse est souvent réalisée un petit peu plus tard. Puis bon, qu'est-ce qu'on veut faire après, par la suite? Est-ce qu'on décide de mettre fin à la grossesse? Est-ce que on veut dire non à un autre petit Louis maintenant qu'on connaît notre Louis? Fait que c'est beaucoup de réflexion et beaucoup de prise de décision, puis on n'est pas prêt non plus à se poser toutes ces questions-là encore pour l'instant. Je pense que là, on est vraiment plus dans l'optique on profite de notre beau garçon. Puis après, on verra où ce que la vie nous mène, puis on verra, on se laisse du temps, on se dit peut-être qu'on aura plus de réponses à un moment donné. Sinon, il y a toujours l'option aussi d'aller en clinique de fertilité. Ça nous avait déjà été proposé si jamais on souhaitait avoir un autre enfant prochainement, en attendant d'avoir des réponses. C'est-tu parce qu'en clinique de fertilité, ils font plus de tests ou ça serait quoi dans le fond? Nécessairement, dans le fond, c'était de prendre soit un don de sperme ou un don de vulve pour essayer de changer je comprends. Peut-être les prédispositions autres, mais comme Louis, on pense plus que ce serait une mutation génétique au niveau de son développement à lui, même si on prend un autre ovule ou un spermatozoïde, mais ça ne veut pas dire qu'on... Vous n'êtes pas à l'abri nécessairement, là. C'est ça. Fait qu'on est un peu en questionnement de tout ça. Puis, c'est sûr qu'il y a aussi la possibilité d'adoption. Mais on va se le dire, l'effet d'avoir beaucoup de gestion de rendez-vous, d'horaires, de symptômes, je pense que c'est des grosses démarches, là, que ce soit en clinique de fertilité, en adoption et tout ça. Je pense qu'il faut s'investir aussi. C'est un grand processus qu'on n'est pas nécessairement prêt à vivre pour l'instant puis à s'impliquer dedans. C'est tellement normal. Oui. Et votre quotidien, il a l'air d'être déjà assez rempli, là. Ben oui, c'est ça. Fait là, c'est-à-dire faut se donner le temps. On a toujours aussi, je pense, une peur aussi
une peur, mais une belle peur de dire, ben si notre deuxième enfant est en bonne santé, ben pour nous, ça va être un nouvel apprentissage parce qu'on ne connaît pas ça, un enfant en santé. Nous. C'est de réapprendre nos rôles aussi, encore une fois, de dire, ben ça va être quoi être une maman d'un enfant en bonne santé qui se développe normalement, tu sais. Fait mais tu t'es tellement bien adaptée. On dirait que j'ai pas de doute que tu serais une excellente maman. C'est gentil. Mais, tu sais, c'est ça. C'est quand même toutes des questions qui nous passent par la tête. Puis ben, tu sais, la vie nous a envoyé notre petit Louis. Ben, on en profite. Puis c'est comme ça. Puis on s'adapte. Puis après, on verra. Tu sais, je pense que c'est ça aussi. Nos plans de vie ont tous été réajustés, si je peux dire, parce que avoir un enfant a besoin particulier, mais en plus d'avoir un enfant qui a une espérance de vie qui est limitée, change beaucoup de choses, puis beaucoup de je pense que ça l'amène une certaine urgence de vivre aussi. Fait que c'est sûr que tu veux rayer cocher le plus de choses sur ta bucket list de vie, puis des choses que tu veux faire avec ton enfant, tu sais, puis en couple, puis en famille, en fait, tu sais. Fait que c'est ça, ça va être à suivre pour nous parce que là, on est juste en train de cocher des cases, puis de profiter de la vie, là. Malgré tout, ça, c'est un grand apprentissage, on dirait, que Louis vous fait vivre, là. Tellement. Puis je pense qu'on peut jamais vraiment le savoir tant aussi longtemps qu'on ne le vit pas, nécessairement. C'est ça. Je pense que c'est la personne qui m'aurait fait grandir le plus d'une façon que j'aurais jamais pensé. C'est définitivement ça. C'est nous surpasser d'une façon qu'on savait même pas qu'on était capable, tu sais. J'ai appris que j'avais un certain courage ou une certaine force, en tout cas intérieure, grâce à lui, je pense. Puis, avant de terminer, j'aurais envie de te poser une question, Noémie. Si tu avais un conseil à donner à des parents qui vivent quelque chose de similaire, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Je pense de vivre toutes les émotions qu'ils ont à vivre. Oups! ça va pas bien, notre affaire. Ben non, ça fait partie. C'est bien correct. Pompe qui sonne. Mais oui, tu sais, je pense qu'il n'y a aucune émotion qui est... La pompe. C'est la réalité. Oui, c'est ça. Le petit coco est d'or. Ben oui. Ouais, c'est bon. Mais tu sais, je pense de pas se... Je pense de pas trop s'en demander, puis juste de laisser aller les choses, puis de vivre, c'est ça, les émotions. On peut pas sauter d'étape. On peut pas se dire, ah oui, du jour au lendemain, je vais vivre ma vie comme si de rien n'était. Tu sais, je pense que c'est un processus, mais il faut se laisser la chance de le vivre, ce processus-là, puis de pas hésiter à aller chercher de l'aide aussi, parce qu'il y en existe. Tu sais, de ne pas oublier ça, qu'on n'est pas tout seul, puis qu'il y a des super belles, des super bonnes personnes, des beaux organismes comme le Fort qui existent, qui sont là pour des familles comme la nôtre, puis que c'est pas juste une fois que ça arrive, tu sais, que on n'est pas les seuls, puis qu'on n'est pas isolés, tu sais, dans ce qu'on vit. Fait que je pense que c'est ça, puis de se respecter là-dedans comme personne, puis comme famille, puis de juste d'aimer nos petits cocos comme ils sont. Ouais. Chaque coco est unique. C'est ça. C'est ça, exactement. De se permettre de vivre, je pense, tous les petits deuils que ça apporte, veut pas, là. Ben oui, puis il y en aura à chaque étape. Ouais. Tu sais, ça, c'est important aussi d'en être conscient. Je pense que c'est pas parce qu'on accepte, entre guillemets, notre réalité aujourd'hui qu'on va l'accepter dans 2 semaines, dans 1 an. Il y aura toujours un processus à faire. Tu sais, ça sera toujours différent, mais
C'est juste qu'on ne peut pas forcer ce processus-là. Tu sais. Merci. Ben, merci beaucoup, les filles, d'avoir accepté notre invitation. Un grand merci au Phare. Merci à vous. Bravo Pour aussi. votre mission, Ouais, votre ouais. implication, le fait d'accompagner autant de familles depuis plusieurs années. Merci énormément d'avoir voulu prendre du temps pour nous aujourd'hui. Ouais. Puis un grand merci à toi, Noémie, qui a pris le temps au travers de toute ta vie, Oui. ta réalité, de même nous avoir présenté Louis, qu'on entend ronfler Oui. et dormir. C'est tellement cute. C'est Il tellement est bien en ce moment. Oui, Ouais, bien. il a eu son gavage. C'est fait ça, que- il y a la bédaine pleine. Merci tellement pour votre temps. C'est vraiment précieux, Oui. puis on l'apprécie énormément. Merci à vous. Bonne Merci. journée. Bonne journée. Bonne journée.